Congo, les VIH à l'épreuve de la guerre et de l'asphyxie financière. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de rencontrer le docteur Daniel Baganda, médecin congolais actuellement en mobilité qui travaille à l'hôpital de Lwiro au centre de recherche en sciences naturelles au Congo. Le docteur Baganda avait contacté notre association, le comité des familles, au sujet de nos guides VIH allaitement. Je fais un petit aparté. Vous pouvez les trouver sur notre site comitédesfamilles.net. Vous pouvez les télécharger ou vous pouvez nous contacter pour les recevoir en format papier. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu le rencontrer après cet échange afin de faire un focus sur l'allaitement des personnes séropositives au Congo. Mais notre échange allait bien au-delà de l'allaitement. Le Dr Baganda nous a parlé de la situation au Congo, marquée par la guerre et les coupes budgétaires internationales. Il risque sa vie pour pratiquer son métier dans des situations chaque jour plus compliquées. À lui la parole. Bonjour, moi c'est Daniel Baganda. Je suis médecin congolais. Je travaille au Centre de recherche en sciences naturelles de Lwiro, affecté à l'hôpital pédiatrique de Lwiro. C'est un hôpital actuellement rénové et transformé en centre hospitalier de Lwiro avec 4 services, actuellement à 5 parce qu'on a ajouté les services de santé mentale. Du coup, je suis médecin traitant actuellement. Mais depuis avril de l'année passée, j'ai joué le rôle du médecin directeur. J'ai été aussi responsable à un certain moment du service de la maternité et de la pédiatrie. Et du coup, donc c'est un peu ça, s'il faut se présenter en bref. Et comment vous traitez l'allaitement des personnes, des femmes qui vivent avec les VIH? Est-ce que du coup chez vous c'est quelque chose que ça s'est fait habituellement? Donc avant la situation actuelle, notamment la situation de guerre et aussi la situation d'interruption des fonds des Nations Unies, enfin des États-Unis. Et donc, il y avait un système pour toutes les femmes qui venaient pour les consultations prénatales. On faisait les diagnostics systématiques du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, pour répondre à la question par rapport à l'allaitement dans le contexte actuel, les femmes viennent, elles accouchent à la maternité. Et du coup, il n'y a pas trop de mesures comme c'était par avant, notamment les PTM. Donc, la PTM, donc la prévention de transmission mère-enfant, ce n'est plus systématique, ce qui est lié au déplacement des civils par rapport à la guerre, lié aussi à la précarité et de la situation actuelle. Donc, s'il faut répondre à la question, dans le contexte ancien, l'allaitement maternel chez les femmes avec VIH, c'était un accompagnement systématique sur la prévention, sur la non-transmission de la mère à l'enfant. Et après naissance, il y avait des mesures, notamment après accouchement et traitement prophylactique chez les nouveau-nés. Et la maman a été traitée systématiquement, comme les recommandent les protocoles avec les 3 molécules habituelles. Donc, des inhibiteurs sélectifs les deux inhibiteurs non nucléosidiques et un inhibiteur de la transcriptase. C'est ça le schéma actuellement utilisé en RDC. Du coup, et ensuite, après les 3 mois, l'allaitement se poursuivait au sein, si la mère le souhaitait. Exactement, donc l'allaitement n'est pas interrompu. Dès la naissance, l'allaitement, en fait, c'est ça l'idéal. Avant 6 mois, il n'y a que l'allaitement exclusif. Et du coup, il y a plus le système de séparer la mère, l'enfant, comme c'était jadis. Parce qu'à l'époque, un nouveau-né qui est né d'une femme avec VIH, on séparait l'enfant,
la maman ne pouvait pas allaiter, ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc, c'est allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois de naissance. Oui, et par contre, vous avez bien dit depuis le début, tout ça, c'était avant la guerre et avant les coupes budgétaires. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant, du coup? Donc, d'abord, les infrastructures n'existent plus. Il n'y a plus de consultations prénatales systématiques. Et donc, et quand il y en a, c'est d'une manière opaque. Les diagnostics VIH n'est plus systématique parce que chez nous, ce n'est pas comme ici. Toutes les femmes, avant la conception et pendant la conception, à plus de 99%, on connaît ici déjà qu'il a le VIH, qu'elle a le VIH et du coup, le suivi est normal. Et pour nous, c'est souvent laissé peine. Et les femmes, dans notre culture, ils viennent souvent au 3e trimestre. Donc, quand ils veulent accoucher, ils veulent se renseigner. Et c'est la chaîne qui a repris après la coupure des fonds. Donc, les femmes ne viennent plus systématiquement faire les CPN. CPN, c'est consultation prénatale. Et donc, l'allaitement maternel, il n'y a plus vraiment un grand suivi. Évidemment, la femme connaît naturellement qu'elle doit allaiter son enfant. Et du coup, mais il faut de l'eau propre, il faut de l'hygiène, le minimum d'hygiène. Et on ne sait pas ces femmes qui sont dans la nature et qui ne sont plus suivies. Est-ce qu'ils prennent les médicaments pour ne pas transmettre au bébé? On ne sait plus. Est-ce que les bébés sont sous traitement et tout ça, ça cause des difficultés. Depuis combien de temps vous êtes dans cette situation que vous décrivez? C'est depuis 2024. Depuis 2024, et décembre 2024, déjà, quand on annonçait déjà qu'il y aurait plus de fonds, et du coup, la guerre aussi qui s'est intensifiée dans notre région, et la situation s'est empirée avec les contrôles de l'aéroport de Goma, parce que c'est par là où les intrants venaient de l'ouest vers l'est de notre pays, donc de Kinshasa vers Goma et puis Bukavu. Du coup, quand il n'y a plus cette possibilité d'accès à l'aéroport, les intrants qui étaient dans nos milliers, même pour le cas de tuberculose, on a du mal à accéder aux nouvelles molécules, aux nouveaux stocks. C'est ça le plus grand problème. Donc, c'est depuis décembre 2024 que ça commence à avoir plus de l'impact. Du coup, les coupes budgétaires de ce moment plus la guerre. Exactement. Et au niveau des pénuries des médicaments? Ah, ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Par exemple, moi, où je travaille, où j'ai exercé comme médecin directeur à l'intérim, et donc, les médecins directeurs qui étaient avant moi et s'étaient déplacés pour réseau d'insécurité, mais aussi réseau de santé. Et du coup, dans la structure où je travaille, pour les médicaments, nous essayons de faire avec les moyens locaux, les petits moyens que nous avons récoltés. Et tristement, à plus de 90%, nos malades sont des malades avec malnutrition. Et comme c'est le cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, du coup, ce sont des enfants démunis. Ils ne savent pas vraiment payer, ils ne savent pas trouver de quoi payer. Et du coup, notre population est généralement, nos malades à l'Uro, c'est souvent les malades avec des troubles mentaux parce que nous avons un service de psychiatrie à l'hôpital de l'Uro. Et du coup, ce sont les malades qui viennent déjà à l'hôpital parce qu'ils n'ont plus de moyens. Donc, l'hôpital devient un refuge. Du coup, ce sont des populations qui ne peuvent pas se payer les soins. Et par conséquent, nous sommes en rupture de stock de médicaments depuis maintenant plus d'une année. Et donc, c'est pas facile pour nous. De mon côté, c'est difficile de parler de ce qui était avant, Oui. parce que la situation, elle est tellement difficile aujourd'hui.
Oui. ou bien cette situation difficile que vous vivez maintenant, c'est quelque chose qui s'était déjà produit par le passé? Ah, non, vraiment pas, pas depuis que je suis médecin. En tout cas, je n'ai jamais vu des crises pareilles depuis 2024. C'est d'abord le monkeypox. Nous avons été dans la riposte à l'épidémie, à la pandémie de monkeypox. Et puis, la coupure des aides des USAID, des États-Unis. Comme cela ne suffisait pas, la guerre s'est intensifiée. En tout cas, on n'avait jamais vécu ça. Et si je vous dis les recettes mensuelles de notre hôpital, c'est moins que les revenus mensuels d'un médecin en France. Et De pourtant, nous l'hôpital avons entier. l'hôpital entier, c'est moins que les revenus d'un médecin en France. Et du coup, nous avons 64 agents à notre hôpital. Et imaginez si on a moins, et moins de 5 000 $ le mois. Donc, c'est une catastrophe. C'est pas facile actuellement. Donc, toutes les infrastructures commencent à se dégrader et les activités communautaires, sanitaires, communautaires n'existent plus, vraiment pas vraiment comme on le faisait auparavant. La sensibilisation, l'éducation des jeunes dames sur la santé sexuelle et la reproduction, sur donc euh, l'allaitement maternel, parce que quand on accouche la première fois, dans les contextes qui est le nôtre où l'éducation, l'accès à l'information est très limité. Et en attendant, en passant, je dis merci pour les livrets que vous nous avez donnés. Et du coup, dans le contexte qui est le nôtre, il faut une éducation régulière et les infrastructures, l'accompagnement communautaire n'existe plus. Donc, c'est très opaque actuellement. Hmm. À propos de l'accompagnement communautaire, ce que nous avons compris d'ici, c'est quand il y a eu les coupes budgétaires, il y a des associations ils ont dû carrément fermer la porte du jour au lendemain. Est-ce que c'est vraiment ça? Exactement. Oui, certaines associations ont fermé, certaines organisations non gouvernementales ont fermé, et puis une fermeture subite, donc qui n'était pas préparée, rien n'a été préparé d'avance. Du coup, on vous dit le lendemain qu'il n'y a plus de fonds pour aider, pour accompagner. C'est pas facile, mais en bref, c'est comme ça. Donc, Les infrastructures, en revanche, ça c'est à cause de la guerre. en fait, les infrastructures, évidemment, c'est à cause de la guerre. C'est à cause de la guerre. Et donc, il y a une dégradation de tout. Et ça, c'est pour vous, c'est vraiment l'obstacle majeur qui empêche les personnes de se rendre à l'hôpital. L'insécurité. Du coup, les Et violences, j'imagine. Il y a un climat de violence civile. exactement. Donc, en fait, la guerre qui est en cours, avec beaucoup de déplacés internes. Et notre structure a un centre appelé Centre psychosocial Moutima. Et du coup, nous recevons régulièrement quelques intrants. Nous essayons de récupérer et certains déplacés. On donne quelques vivres et les non-vivres par les aides que nous recevons. C'est catastrophique. Si un sac, un sac de 25 kilos, il faut le partager entre 5 familles. Du coup, c'est 5 kilos pour 5 familles. C'est triste, c'est pas facile, mais on espère que ça va changer. Et comment on pourrait changer en fait? En tout cas, sur le plan global, c'est de la politique. C'est de savoir dire non. Comme vous le savez, notre pays, sur le plan général, c'est parmi les pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles. Et donc, c'est la plus grande partie sur laquelle moi et toi, on n'a pas directement d'impact. Ça serait ça l'idéal. Donc,
les changements, comprendre que les mines peuvent être exploitées et les gens vont vivre. Donc, c'est ça la principale des problématiques à comprendre. Et moi et toi, on peut agir par la sensibilisation, dire peut-être aux femmes enceintes et aux accouchés, leur apporter notre aide, notre accompagnement par la sensibilisation également, et exactement, par l'hygiène, parce que si vous n'avez pas de l'eau propre, ça sera un problème pour la femme qui allait, mais aussi pour le bébé qui fera à la longue des diarrhées et tout ça. Ça, on peut faire moi et toi. Mais sur le plan général, l'idéal serait d'arrêter la guerre et essayer encore d'accompagner les peu d'infrastructures qui existent. Au niveau, vous allez retourner dans quelques semaines au Congo. Précisément les 14. Vous allez reprendre votre place, une nouvelle place, vous avez notre poste. J'ai mon poste, ça n'a jamais été occupé par quelqu'un. J'ai mes responsabilités là-bas. Seulement, il y a 48 heures, j'ai vu qu'on a attaqué 3 médecins, dont notre président des médecins locaux. Il a été attaqué, il a été victime de ça. Un autre médecin qui est mon ami aussi a été attaqué il y a un mois ou deux. Sur le plan général, c'est frustrant. Dans la région où il n'y a plus de justice, dans la région où on ne sait pas où apporter nos plaintes. Et donc, c'est ça, c'est ce que prévoit mon visa, c'est ce que prévoit mon engagement envers les institutions. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, en bref, c'est comme ça. Mais vos confrères étaient attaqués par qui? Bon, en tout cas, je n'aimerais pas avancer sur cet angle-là parce que les occupants sont connus, ceux qui occupent la région sont connus et donc ils sont plus habilités à entrer sur qui a fait quoi. Alors, mais d'une manière générale, ils ont été attaqués par les hommes armés. C'est tout ce que je peux dire, c'est les armés. C'est largement suffisante comme réponse. Je ne veux surtout pas que vous mettez en risque en disant des choses trop directes. Si on peut essayer de faire une focus sur l'allaitement, au-delà de cette situation catastrophique que vous êtes en train de nous raconter, que ça nous déconcerte profondément. Mais si on parle de l'allaitement maternel comme vous l'avez vécu jusqu'avant 2024, du coup, pour expliquer aussi à nos auditeurs, en France, c'est préconisé d'allaiter pour une femme qui vit avec le VIH depuis très récemment, avec ces nouvelles recommandations depuis moins de 2 ans. Et il est proposé une prophylaxie pré-exposition au bébé pendant toute la durée de l'allaitement. En Afrique, c'était pas du tout comme ça avant. Avant la guerre, donc c'était classique et connu. Il doit être la femme enceinte doit être sous antirétroviral pendant l'accouchement et après l'accouchement, comme d'habitude. Et le nouveau-né est mis sous un traitement prophylactique, notamment la névirapine. C'est le traitement qu'on donne classiquement. Et en attendant, il y a des examens à faire. Malheureusement, ça ne se fait plus. Donc, dans le contexte qui est le nôtre, faire par exemple la charge virale, les taux de CD4, tout ça, ça devient de plus en plus préoccupant. Nous avons un laboratoire avec une PCR avec la capacité de faire les examens, mais il n'y a pas d'intra. Mais avant la guerre, c'était ça. C'était un accompagnement, charge virale tous les 6 mois. C'était donc les taux de CD4 au moins une fois par an. Et à l'accouchement, quand on connaît qu'elle a une charge virale indétectable, du coup, pendant l'accouchement,
l'accouchement est dirigé par la voie prévue par les examens gynéco-obstétricaux. C'était ça avant la guerre, mais du coup, l'accompagnement est devenu Impossible. impossible. Oui. Et dans votre expérience, vous avez assisté à des cas de séroconversion de l'enfant pendant l'allaitement? Ah oui, nous avons assisté à plusieurs cas. Je n'ai pas de chiffres directs, mais en tout cas, on a assisté à plusieurs cas. On fait les examens après, et donc et malheureusement, ce sont les enfants qui généralement ils continuent dans le contexte qui est le nôtre, où il y a la stigmatisation et de la maman et de l'enfant. Du coup, la maman elle-même prend d'une manière secrète les traitements, ce qui est triste par cette stigmatisation, par ces rejets par la société. L'allaitement, c'est entre la maman et l'enfant et les personnels soignants qui commencent aussi à comprendre. Jadis, ce n'était pas le cas. Et du coup, les personnels soignants commencent à comprendre la nécessité. On peut vivre avec le VIH, n'est pas les transmettre. Donc, si on a une charge virale indétectable, c'est sûr qu'on ne va pas transmettre le VIH. Et je vais vous poser une question qui nous a, par rapport à quelque chose qu'en témoignant, une personne qui vit avec les VIH d'origine du Congo nous a raconté à l'antenne quand maintenant il a les droits d'asile en France parce qu'il était poursuivi comme personne LGBT. Il nous a dit qu'il a ressenti en Afrique, et il pense il avait déjà contracté le VIH, mais à l'hôpital, personne lui a jamais fait vraiment l'annonce. Ils lui ont souvent diagnostiqué du zona. Et il nous a fait part de sa crainte, qu'il pense que les professionnels de santé en Afrique, ils ont du mal à annoncer le VIH à cause de la stigmatisation. Est-ce que vous pensez en tant que soignant que ces problèmes de discrimination concernent aussi les personnels soignants? Les personnels soignants, c'est pas vraiment... ce sont des cas isolés dans toute la population. Il y a toujours des brebis galeuses, mais d'une manière, c'est interdit par notre éthique, interdit par notre corporation. Et la stigmatisation chez les personnels soignants, c'est pas vraiment ça le grand problème. La plus grande stigmatisation, elle est communautaire. Elle est communautaire et rarement chez les personnels soignants, je dois le dire. Et peut-être ce que je peux dire par rapport à la population LGBT, et dans notre contexte, la loi interdit ça. Et du coup, ce qui est triste, et nous qui comprenons les choses aussi, donc on ne parvient pas vraiment à avoir les grandes manœuvres pour accompagner ces personnes. Donc, des fois, dans ma profession, dans ma pratique, j'ai connu quelques-uns. Et ça, je ne peux pas mettre dans un dossier médical parce que c'est mettre le malade en danger et moi-même me discréditer vis-à-vis de mes patients qui me font confiance. Du coup, on a eu quelques cas, mais on ne peut pas l'annoncer dans les dossiers. Et même pour le VIH également, donc il y a des patients qui vous disent « je ne veux pas que ça se sache ». S'il y a de certaines informations pour la sécurité des patients qui pourraient peut-être avoir un personnel soignant qui est son voisin, qui est ceci et cela, ils ont des liens familiaux. Pour la confidentialité, des fois, certaines données sont ignorés dans les dossiers d'une manière là, donc exprès pour ne pas mettre les malades mal à l'aise ou les mettre en danger. Mais après, ça a des conséquences aussi sur leur suivi médical, justement.
Exactement, exactement. Je m'imagine des patients que je connais personnellement qui sont malades, pour qui il fallait avoir les médicaments en confidentialité et qui ne voulaient pas que ça se sache. On faisait les suivis aussi en toute confidentialité. Donc, c'est dommage. Si je ne suis pas là, si je mourais, et je comprends le contexte. Et puis avec la guerre, les déplacements de la population, c'est sûr que ça doit suffisamment impacter la situation actuelle. Comment vous envisagez là, vous allez du coup rentrer au Congo bientôt, comment vous allez envisager un peu les prochains mois, les futurs, qu'est-ce que vous attend vous-même en tant que médecin d'un hôpital qu'il est complètement sans fond, qu'est-ce qu'il attend les patients qui sont perdus dans la nature, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, ce que je peux dire par rapport à ça, je ne peux pas rassurer, par exemple, sur le plan sécuritaire, parce que l'idéal, c'est de faire revenir les malades dans leur milieu habituel. C'est ça l'idéal. Quelqu'un qui, dans son milieu naturel, il sait comment se débrouiller pour manger, pour boire, pour les suivis aussi, parce qu'il connaît, j'ai mon médecin, j'ai un personnel soignant qui m'accompagne. Du coup, ce que j'envisage, parce que c'est ça la question, ce que j'envisage, c'est de rentrer au lieu de service et de travailler comme je travaille, même si ce n'est pas certain jusqu'à présent, avec l'insécurité grandissante. Du coup, mais l'idéal, c'est d'aller travailler pour le bien de la communauté. En attendant, pour les malades qui sont en déplacement, c'est tout ce que je peux dire, de les encourager d'aller aux structures sanitaires les plus proches de là où ils sont actuellement. S'ils sont à Uvira, ils sont au Burundi, c'est sûr qu'il doit y avoir des structures qui accompagnent les malades vivant avec le VIH, qui se renseignent partout où ils sont. Et c'est sûr qu'ils vont trouver parce que c'est la région où la plupart des gens de mon milieu sont partis. Uvira et Burundi. Burundi, c'est un pays voisin de la RDC. Oui, du coup, vous dites aux patients, allez pas dans les centres éloignés où vous avez l'habitude d'y aller, mais allez au plus proche si ça existe. Oui, exactement. Aller dans une structure sanitaire la plus proche qui accompagne exactement les patients avec VIH. Et du coup, c'est ceux qui doivent être en rupture de stock malheureusement pour eux. Et donc, je les encourage à trouver les structures sanitaires les plus proches d'eux. Pour nous, à part être déconcerté par ce que se passe dans votre pays, on sait Oui. qu'il y a des conséquences aussi ici. On aura des conséquences aussi en France, aux États-Unis. D'où viennent les coupes budgétaires? Parce que là, même la France a coupé les fonds, comme les États-Unis, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui font partie de votre réflexion ou pas? Est-ce que vous le voyez aussi de manière globale par rapport... Exactement. Et j'ai fait une formation de santé publique et personnellement, j'ai fait une récolte sur les patients avec tuberculose et les patients avec VIH. Et du coup, 90% hein, et des conséquences et des malades que nous recevons, ils viennent des pays vraiment en guerre. Je ne vais pas citer les pays, mais c'est dans des régions en guerre. Et les conséquences la guerre qu'il y a là-bas aura exactement des conséquences ici. Au moins, ça, c'est sûr. Quand je me déplace avec mon VIH, je me déplace avec ma tuberculose, je me déplace avec autant de maladies transmissibles. Et du coup, le monde est devenu trop petit. Et si je ne peux pas arriver en France par avion, je vais y arriver par la mer. Quand on veut sauver sa santé et sa peau, on est prêt à tout. Hein. On est prêt à tout. Donc, il y aura des conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan aussi
sécuritaires, parce que tous ceux qui vont arriver ici ne sont pas les faibles. Ceux qui arrivent ici par la mer et par d'autres moyens illégaux, c'est souvent des gens forts. Des gens forts qui ont traversé le désert à pied. Et du coup, ça va augmenter aussi, pas seulement le banditisme, mais aussi la main-d'œuvre. C'est aussi une main-d'œuvre qui est en train d'arriver, et malheureusement d'une manière inconcertée. Alors, c'est un peu ça. Il y aura des conséquences sur le plan sanitaire, des conséquences sur le plan sécuritaire. Il y aura aussi des conséquences sur le plan social. Sur le plan social, demain, plus il y a cette migration illégale, c'est comme ça qu'on parle des choses de racisme. Et des fois, il y a un contexte pareil. Et donc, on peut penser que quelqu'un t'a attaqué dans la rue parce qu'il est ceci, il est cela. Mais c'est sûr, il a fui, mais c'est lui qui a vu des choses comme ça. Il va dire des choses qui ne collent pas avec le contexte. Et du coup, il y aura des conséquences sûres. Il y en aura. Merci, docteur Baganda. C'est très dur de rebondir sur les choses que vous dites parce que j'imagine le désespoir qui doit habiter. Vous avez votre famille. C'est. Oui, exactement. J'ai ma famille. Ma famille vit au Sud Kivu. Je suis marié et père de 2 enfants. Ma femme a accouché les deuxièmes. J'étais déjà en France. Il y a de cela quelques jours, c'était le 7 février. Elle a accouché une très belle fille. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations.